le titre de cette rubrique, c'est PFE et recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données. Donc, on va parler des PFE. Voilà, j'entame directement avec la première question destinée à nos enseignants. Donc, je vais commencer par Monsieur Ariès. Donc, les thématiques des projets de fin d'études internes couvrent-elles assez de domaines de l'intelligence artificielle et d'analyse de données? Et est-ce que vous comptez en proposer d'autres, vu qu'il y aura toute une spécialité sur ce domaine? Ok, merci. Les projets internes, en réalité, se diminuent chaque année, puisque les étudiants ont tendance d'aller vers des projets externes. Mais bon, s'il y a des étudiants qui veulent travailler à l'interne, il y a beaucoup des collègues, des chercheurs, des doctorants qui travaillent sur des thématiques de l'intelligence artificielle. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, alors il faut savoir qu'un projet, on ne le propose pas en fait pour une spécialité. Les collègues, comme d'ailleurs les entreprises et les laboratoires externes, on propose des projets par rapport, des PFE je veux dire, par rapport aux projets sur lesquels on travaille. Donc nous avons 2 laboratoires de recherche, il y a des enseignants-chercheurs qui travaillent sur des projets de recherche et dans le cadre de ces projets de recherche, donc ils définissent des projets de fin d'études donc pour intégrer leur projet de recherche. Et donc je peux vous dire qu'il y a des collègues qui travaillent sur des projets en lien avec l'intelligence artificielle qui proposent des PFE en lien avec la spécialité avant même sa création et ça va continuer. Et comme le disait M. Ariès, il y a quand même une tendance où c'est un signe de bonne santé, où nos étudiants préfèrent effectuer leur projet de fin d'études au sein de l'entreprise. Et c'est de bonne guerre, je dirais. C'est l'étudiant qui va choisir à la fin le projet qui lui convient le mieux. Voilà. Donc, je pense que ça répond à la question. Vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, merci à tout le monde. Donc, maintenant, parlons de PFE externe. Donc, ma question est dirigée aux entreprises en Algérie. Pourquoi y a-t-il un grand nombre de PFE externes orientés intelligence artificielle, mais leurs résultats ne sont pas utilisés, ils ne sont pas implémentés les entreprises? Selon l'expérience que nous avons sur la petite expérience, puisqu'on n'a pas les membres de Jay-Z par exemple, on a eu quelques étudiants qui ont fait des projets de fin d'études pour des projets concrets, pour des projets réels. Mais c'est exactement ça, et il y a une sorte de conflit d'intérêts qui va se créer. Parce que d'un côté, il y a le projet qui ne va pas forcément aboutir, et donc ça nous peine un petit peu que l'étudiant travaille sur un projet qui va échouer. Et de l'autre, il y a tout l'aspect accompagnement de l'étudiant qui prend beaucoup de temps. Parce que quand on prend un étudiant, on est en train d'optimiser et de faire tout notre possible pour qu'il arrive à présenter son travail dans le cadre de l'université. Donc ça, c'est 2 choses qui sont parfois en conflit. Ensuite, la probabilité que ce que fait un étudiant dans le cadre d'un stage ou d'un PFE, que ça ait une réelle valeur ou un réel impact sur l'entreprise, elle est infime. Parce que déjà, il y a un énorme pourcentage de projets déjà commerciaux qui échouent. On commence, on fait un pilote, on entame un projet, après il est abandonné par exemple. Déjà, les statistiques dans le milieu professionnel de l'entreprise déjà sont défavorables. Le taux de mortalité il est énorme. Donc, quand vous couplez ça avec le sort de l'étudiant, on n'aime pas avoir le sort de l'étudiant qui est lié à quelque chose qui a une faible probabilité de survie. Et ça, pourquoi les résultats ne sont pas utilisés? Donc il y a tout l'aspect production de la chose qu'il faut prendre en considération. La partie PFE, c'est une toute petite partie.
C'est pour ça que ça prend, les projets en général, ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup plus que 3 mois en général. Il y a des projets qui prennent 1 année avec des entreprises. Et donc, est-ce que l'étudiant a ce temps pour pouvoir faire le tour et faire quelque chose qui a vraiment de la valeur? C'est à voir aussi. Merci beaucoup. Je vais donner peut-être ma perspective en tant que chef d'entreprise. Pourquoi je prendrais quelqu'un pour faire un PFE? Pour moi, il y a 3 raisons. Ou bien pour travailler directement sur un projet qui sera en prod, un projet qui existe. Ça, on l'a fait déjà et on arrive même à salarier l'employé parce qu'il fait quelque chose qu'on va vendre et tout. Deuxième chose, c'est travailler sur un POC, un proof of concept. On a une idée en tête, mais on n'a pas le temps de l'essayer. Donc on va prendre quelqu'un pour faire son projet sur cette idée-là, pour qu'on sache que ça va marcher ou pas. Donc on fait des proof of concept. Donc un proof of concept, il peut marcher, il peut ne pas être concluant. Donc des fois, ça marche pas, ça part. Et troisième intérêt pour nous, c'est de voir de près les compétences de cet étudiant dans l'optique de le recruter plus tard. Pour moi, c'est ça les 3 intérêts principaux pour tu as plus de temps pour voir est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut intégrer dans l'équipe, qui a des compétences importantes. C'est pour ça que je pense il y a des projets qui n'aboutissent pas parce qu'ils n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient répondre à un besoin. Et peut-être qu'il y a des projets qui sont donnés, ça c'est une interprétation, c'est parce que je ne connais pas vraiment la situation, mais je pense peut-être qu'il y a des projets qui sont donnés pour juste donner un PFE. Mais il n'y a pas vraiment un intérêt derrière au niveau de l'entreprise. Genre on va prendre quelqu'un, on va lui donner un PFE, on va lui donner un sujet, et après, pas sûr qu'on va l'utiliser parce qu'on n'en a même pas besoin. C'est parce qu'il y a une grande demande qui passe. C'est peut-être une interprétation à cette situation. Je vois. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Je pense qu'on devrait passer à le prochain point qui est dirigé à nos enseignants. Donc, est-ce que vous pensez que les ressources humaines ou l'effectif de l'ESI est apte à encadrer si je peux me permettre, est apte à encadrer des PFE orientés intelligence artificielle et analyse de données avancée? Et quelles seraient les solutions que vous pouvez proposer pour motiver les doctorants à encadrer plus de projets de fin d'études? Alors pour l'aptitude des enseignants, si je réutilise les termes, pas tous, on ne peut pas obliger à tous les enseignants de faire de l'intelligence artificielle. Nous venons d'horizons différents. Il y a ceux qui sont spécialisés, il y a des matheux, il y a ceux qui sont spécialisés dans les bases de données, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a toutes les disciplines qui sont représentées parce qu'on n'enseigne pas que l'intelligence artificielle. Mais évidemment, ceux qui proposent des sujets sur l'intelligence artificielle ou les sciences de données, c'est parce qu'ils sont spécialistes. Ils sont spécialistes dans le domaine, c'est leurs travaux de recherche. Il y en a quelques collègues qui proposent des sujets. Mais je dirais que, en fait, il n'y a pas de problème d'encadrement interne. Ça, c'est un faux problème que vous citez, parce que statistiquement, si je prends cette année sur 200 sujets de PFE qui avaient été proposés, il y a environ une quarantaine de sujets qui n'ont pas été pris par nos étudiants, et dont une grande majorité sont des sujets proposés par des collègues, c'est des sujets internes. Je parle ici beaucoup plus sur l'encadrement, surtout par rapport à la nouvelle spécialité. Oui, mais c'est des disciplines, comme je l'ai dit dès le départ, que nous enseignons à l'école depuis longtemps. Vous allez retrouver des stages en lien avec l'analyse de données, avec de l'optimisation, avec de la reconnaissance de forme, dans toutes ces disciplines, les collègues qui proposent un sujet, moi je ne me pose même pas la question s'il est capable de l'encadrer ou pas, parce que le sujet vient de l'enseignant lui-même. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème.
Donc quand quelqu'un propose un sujet, c'est parce qu'il est spécialiste dans le domaine. Donc on n'a pas de problème voilà, de ce point de vue-là. Le problème qui se pose, et là on l'avait discuté en aparté pendant la pause café, c'est que de plus en plus les étudiants préfèrent en fait effectuer leur stage au niveau des entreprises et même à l'international. Et donc à aucun moment, je dirais, on s'est retrouvé dans une situation où nous avons un certain nombre d'étudiants qui doivent faire un stage et qui ne trouvent pas de stage et qui ne trouvent pas d'encadrement. Cette situation ne s'est jamais posée. On est plutôt dans la situation inverse. La situation inverse, c'est que nous avons des collègues qui proposent des sujets, qui veulent encadrer dans le domaine de l'IA et autres, mais leur sujet ne trouve pas de preneur. Donc il n'y a pas de problème. On est en sur-effectif par rapport à l'encadrement, si vous voulez que je réponde exactement à votre question. Très bien, merci. Voilà, donc je dirige ma prochaine question à Monsieur Arias. Donc, est-ce que vous trouvez que les sujets de recherche de l'ESI dans le domaine d'analyse de données et de l'intelligence artificielle sont vraiment adaptés à la société et à l'entreprise algérienne? Voilà, que faire? On revient au point des collaborations. Que faire pour encourager les collaborations ESI et entreprises dans ce domaine? En général, l'IA, ce sont des méthodes, on peut dire, génériques, qu'on peut, par exemple, personnaliser pour la société, ainsi de suite. Donc, nous avons des données, des algorithmes, ainsi de suite, et une méthodologie de recherche ou de travail. Donc, le seul souci, c'est les données. Par exemple, un exemple, c'est travailler sur les textes en algérien. Par exemple, l'étudiant, monsieur... j'ai oublié. Hein? Hein? Oui, monsieur Riyad, il a travaillé sur comment dirais-je, l'accent algérien, donc l'arabisé, ainsi de suite. Donc il faut concevoir des systèmes qui peuvent traiter le langage, et aussi pour un certain réseau social, ainsi de suite. Mais les algorithmes, les méthodologies sont pareilles, donc c'est ça. Je peux rajouter aussi. Oui, bien sûr. Quand on parle de contexte algérien, je pourrais peut-être partager mon expérience. Alors le PFETN, c'était la détection des rumeurs dans le dialecte algérien. Donc on devait dans un premier lieu construire un dataset du langage algérien. Voilà, et ça nous motivait de travailler sur ça. Parler de motivation pour travailler dans ce type de PFE, ça nous motivait, moi et mon binôme, pour travailler sur ça. Et c'était un projet interne avec Madame Zakaria. C'est un projet interne de recherche. On a travaillé sur ça, on a fait tout le parcours de collecte des données, nettoyage des données, analyse, conception des modèles, etc. Et pour valoriser notre travail, on n'a pas entendu quelqu'un qui vient dire alors on doit travailler sur la société algérienne et l'IA, etc. On était actifs, on a participé dans un hackathon avec l'idée du PFE, et on a pris le titre de la meilleure avancée technique. On a présenté notre idée sur télé, les réseaux sociaux, etc. Et donc, il faut être actif, c'est ce que je veux dire. Il faut être proactif par rapport à ce domaine. Il faut proposer des choses qui traitent le contexte algérien. Il faut aller collecter les données parce qu'il y a un problème de collecte des données. Les gens évitent ce genre de PFE parce que non, je vais aller tout droit vers conception des modèles. Pas forcément. Si on doit faire quelque chose, on le fait. C'est ça. Voilà. Et ensuite, il faut valoriser le travail. Il faut essayer de notre mieux en tant qu'étudiant de valoriser le travail pour qu'il voit le jour. Et cela va motiver même d'autres gens à travailler sur le même sujet, etc. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce point? Peut-être comment encourager la collaboration entre entreprises algériennes et les I et les étudiants? Pas vraiment. Encourager. Je pense qu'on en a un peu parlé, mais je pense que il faut trouver des besoins. Je pense qu'on en parlait avec Riyad. Comme il a dit, il faut être proactif. C'est ce que veut dire être proactif. Des fois, j'ai des étudiants, je leur explique ce que je fais et j'essaye de leur dire, voilà, proposez-moi une solution à ce problème avec vos compétences. Mais des fois, les étudiants s'attendent à ce que j'ai un truc bien précis à leur proposer, un thème de stage, et c'est pas forcément le cas tout le temps. Des fois, c'est à l'étudiant de lui me proposer quelque chose qui peut m'aider dans mon business. Je pense qu'on devrait fermer cette fenêtre et revenir à un point que M. Ariès et M. Riyad ont soulevé, qui est le besoin des données. Voilà, donc les recherches universitaires dans le domaine de l'intelligence artificielle requièrent une grande quantité de données, donc fiables bien sûr. Donc, comment assurer ce besoin qui existe? Voilà. Le problème, c'est que la plupart des étudiants, chercheurs, entreprises se sont intéressés par les applications sur les données plutôt que sur les données eux-mêmes. Donc, une solution est de proposer des projets à long terme. Par exemple, on peut dire des PFE. Par exemple, à long terme, première phase, la collecte et filtrage des données. Donc, c'est un PFE complètement, la collecte et filtrage de données pour une tâche. Ensuite, la deuxième phase, la notation et amélioration de la qualité de ce dataset, par exemple. Donc, comme un PFE à part. Et après, la troisième année, donc des projets, on peut proposer un PFE pour l'exploitation de ces données dans la tâche des destinataires. Donc ça, c'est une solution. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à proposer? C'est une très bonne idée, j'avais cette idée, j'allais la présenter aussi. Et à proposer des TP pour collecter des données. C'est incrémental. Une année, on collecte un peu, l'année prochaine aussi, jusqu'à arriver à un certain seuil où on peut exploiter les données. Même aussi, j'ai discuté avec monsieur tout à l'heure, il collecte des données, donc ça serait peut-être intéressant si l'entreprise et l'université, ou l'entreprise et autres entreprises, nous sur ce point. Une entreprise offre les données à nous pour exploiter. Voilà, l'université peut peut-être proposer, les étudiants proposer des modèles qui seront utilisés en contrepartie avec l'entreprise. On peut organiser une sorte de banque de données où chacun met un petit dataset de ce qu'il peut partager pour centraliser tout ça avec l'université peut-être pour l'utiliser dans les recherches. Après la donnée, collecter des données en Algérie, il y a certaines contraintes qui existent partout, mais ils existent aussi en Algérie. On a eu certains cas où, sur les appels d'offres par exemple, collecter des données d'appels d'offres. On peut faire beaucoup de choses avec ces données-là, mais généralement on va trouver des feuilles scannées avec qualité vraiment pas très bonne. Donc il faut savoir, c'est pas encore disponible beaucoup de données. On a quelques sites où il y a beaucoup de données, mais je pense que petit à petit ça va arriver. Je pense pour le cadre, pour le contexte des projets de fin d'études, je pense pas qu'il y ait un problème de données. Parce que les datasets, il y en a beaucoup. Mais ça risque de devenir, qui a le dataset Iris ou la Titanic, ou là c'est un truc sur lequel on fait juste des exemples. C'est des toy projects. C'est juste pour jouer. La donnée en général, dans les projets d'intelligence artificielle ou de machine learning, il y a un aspect, la donnée c'est périssable. Et donc parfois il y a des secteurs où on a une certaine donnée et le marché change. Donc la donnée qui était utile il y a une semaine ou 2 semaines ne l'est plus. Parce qu'il y a un changement de paradigme par exemple.
Prenez quand il y a un changement qui est majeur, par exemple, vous faites un projet pour un opérateur télécom. Quand il y a un changement de paradigme, vous avez les revenus de la voix qui vont dégringoler. Donc, la donnée qui avait de la valeur il y a 3 mois n'a plus autant de valeur enfin, la donnée n'a plus autant de valeur qu'elle avait. Et donc, si c'est pour collecter de la donnée, avoir des datasets pour jouer ou pour faire des travaux pratiques pour entraîner des modèles, oui, c'est pas ça le problème, parce que les datasets, il y a les datasets du diabète, il y a les datasets de Titanic, Iris, il y a une banque, il y a une énorme quantité de datasets pour faire des projets comme ça. Mais pour faire quelque chose d'utile, il y a l'aspect urgence. C'est pour ça que les entreprises qui sont actives dans le secteur essaient de réduire la time to market, le time to value, le minimum. Parce qu'il y a l'aspect urgent, l'urgence de la chose. Les choses peuvent changer très 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 rapidement. Le projet il prend 8 mois. La collecte de la donnée, c'est pas quelque chose de ponctuel. On fait une collecte de données, après on la nettoie, après le smokan, et il y a 8 mois les jazzos. Là, dès qu'elle est périmée. C'est ça qu'il faut réentraîner les modèles, c'est pour ça qu'il faut avoir des pipelines, qu'il faut avoir ça, c'est un point où on motive les entreprises à aller vers la data en exploitant l'effort fait par les universités, parce que l'université, maintenant, avec l'urgence, t'as le temps. Dans le travail, maintenant, they don't have to make money fast. Avec l'urgence, donc, si les universités ou les communautés, ils construisent des datasets, ils les mettent en open source, cela va aider les gens, les motiver vers aller vers la data et exploiter ces données, parce qu'il y a des données, donc on peut travailler sur quelque chose très rapidement. Ce point peut être le point liant entre l'université et l'entreprise, et ça sera bénéfique pour les deux. L'entreprise va trouver de quoi travailler et avoir de la valeur. Pour les universités, ils vont trouver plus de projets de PFE avec les entreprises, avoir plus de chances et d'opportunités. Voilà, justement, toujours sur ce point, est-ce qu'il y a des protocoles à suivre pour les étudiants, par exemple pour leur projet de fin d'études, pour récolter des données venant des entreprises, soit privées, soit étatiques? En ce qui nous concerne, on agit souvent en tant que consultant. On fait du consulting pour le compte d'autres organisations. Et parfois, on fait du consulting pour d'autres organisations pour leurs clients. Et donc, tout ce qui est gouvernance de la donnée, c'est un sujet qui est... Il y a de longues conversations sur ça. Qui a accès à quoi? Quoi anonymiser? Quelle fonction ou quel algorithme d'anonymisation ou quelle méthode d'anonymisation, est-ce qu'on peut refaire le chemin inverse? C'est un sujet très épineux, surtout dans des pays, nos clients se trouvent à l'étranger, surtout dans des pays où il y a un certain nombre de lois ou un cadre légal qui est assez rigide, qui est très restrictif. Et donc là, ce sont de longues conversations qu'il faut avoir. La donnée à dire, et donc, on peut très bien faire un effort, mais c'est assez compliqué de faire la chose. Souvent, on croit qu'il suffit juste d'anonymiser une certaine colonne, par exemple, un dataset. Alors que non, il y a l'état de l'art sur la question dit qu'on peut retrouver certaines caractéristiques même si on a une anonymisation d'une certaine colonne. Il y a toute une information qui est encodée, l'entropie, il y a un signal qui est encodé les variations de la donnée qui permet d'identifier la personne, par exemple. Et donc, même en ayant une bonne volonté ou une bonne foi et de partager la donnée ADIC, après, l'entreprise court un risque légal de voir avec la donnée qui ne représentait pas de risque en 2017. On va dire une nouvelle méthode qui est trouvée pour retrouver les informations ADIC en 2020. Donc c'est juste un risque qui est pas minoré.
Il y a des techniques comme Federated Learning pour justement travailler sur ce point, les données qui doivent être anonymes, etc. C'est une manière d'exploiter les données sans avoir à les connaître. Voilà, donc des techniques comme ceci peuvent être intéressantes pour traiter ça. Donc si je veux collecter les données, je viens avec une solution pour les rendre anonymes. J'apprends le Federated Learning et je viens vers l'entreprise, voilà, je veux collecter les données et voilà, j'ai une technique pour faire ceci et cela et les rendre anonymes. Peut-être ceci est une solution peut-être. Justement, ce que je dis, c'est que c'est une solution, c'est l'état de l'art maintenant. Rien ne garantit que l'information originelle ne peut pas être reconstituée d'ici 3 ans. C'est un domaine qui avance assez vite. Et donc, d'un point de vue entreprise, pourquoi prendre ce risque légal ? Si vous avez un dataset avec des informations personnelles, privées, bancaires, et qu'on applique certaines méthodes pour anonymiser le dataset, on est bon, c'est à l'état de l'art aujourd'hui. Après 3 ans, on voit le dataset, il y a des informations qui sont reconstituées par exemple. C'est un risque qui souvent ne vaut pas le coup. Et donc, mais il y a une conversation à avoir avec l'entreprise par exemple qui a la donnée, qui a la souveraineté sur la donnée. Est-ce qu'on peut mettre ça à disposition d'étudiants et donc ça, mais tout doit être spécifié. Le OKRDEC, il faut l'avoir. Parce que les pénalités, par exemple, dans le cadre du RGPD, quand vous lisez la réglementation point par point, les pénalités peuvent être énormes. Et aucune entreprise ne peut encourir une vingtaine de millions d'euros pour mettre un dataset comme ça. Je pense que dernièrement, il y a une tendance de recherche actuellement, où il y a le domaine de recherche où on essaye de créer des méthodes de machine learning qui travaillent sur des données cryptées. Donc, il y a une grande entreprise qui investit sur ça, notamment Amazon. Donc, le but, c'est de faire du machine learning sur des données cryptées sans en avoir les informations derrière. Je voulais rajouter un point par rapport à la collaboration Easy entreprise-université. Donc, généralement, les entreprises ont leurs propres problèmes et spécificités. Les intérêts et les priorités ne sont pas toujours les mêmes entre les entreprises et les universités. Donc, il est nécessaire d'avoir cette collaboration pour faire avancer la science. Ce que veulent les entreprises, c'est de l'innovation à haute valeur ajoutée. Transformer la science en innovation, c'est pas toujours évident. Donc, il est bien de trouver un terrain d'entente et d'adapter le langage qui n'est pas toujours le même entre les deux entités. Donc, ce qu'on peut proposer dans ce sens, c'est de faire des co-formations. Donc, pour les futurs chercheurs, qui veulent faire de la recherche dans un domaine bien spécifique, par exemple, des chercheurs qui s'intéressent à la télécommunication ou autre. Donc, c'est bien de faire des co-formations entreprises-universités. Il y a aussi l'aspect publication. Donc, on lit beaucoup de papers. Mais on n'arrive pas à trouver le code source et le dataset utilisé dans le jeu de données utilisé dans le paper. Donc, ça serait mieux aussi d'avoir une tendance à partager aussi le code source et le jeu de données utilisé dans les papers afin de s'assurer qu'on a trouvé de bons résultats et on a utilisé les bonnes méthodes aussi. Est-ce que la réputation de l'organisme qui partage les données, c'est un indicateur de la fiabilité des données? Par exemple, le domaine de VTC, si Uber partage quelques corpus, est-ce que ça veut dire que les corpus à Uber sont fiables? Parce qu'elle est fameuse dans ce domaine. Il y a quasiment
il n'y a quasiment jamais de données fiables à 100%. Il y a toujours des anomalies, des aberrations, du bruit. Et donc peut-être que les seuls cas où il y a de la donnée fiable, c'est peut-être les cas à Kaggle ou des compétitions comme ça où tout a été spécifié, il y a un travail énorme qui a été fait de nettoyage, de machin, et de spécification de la métrique à optimiser et de l'objectif business. Et donc tout a été pré-mâché et il ne reste que le modèle à faire. Après, ce modèle va être pris et mis en prod, par exemple. Donc la réputation, la donnée, c'est sale par définition. C'est brut. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos informations. Donc, on passe à la dernière question de cette rubrique qui est pour les étudiants. Donc, des investissements dans des recherches orientées machine learning et IA destinés à la société algérienne pourraient-ils encourager plus d'étudiants à entamer dans le monde de la recherche? Il faut mettre en place des réseaux entre les chercheurs ou d'autres universités, entre les universités algériennes et des universités d'autres pays. Il faut aussi encourager les chercheurs en organisant des compétitions et des prix, parce que même les chercheurs sont des humains. ويحاولوا يكونوا recognized socially. ما كي ندير لهم des prix, هاد العفسة c'est un facteur اللي motiveهم. On arrive au cours de master, valorisation de la recherche. On a eu. Alors, c'est tout un travail la valorisation de la recherche, c'est ce qui manque, je pense, dans ma vision très restreinte, dans ma petite expérience. C'est très important et ce qui manque en Algérie. On valorise pas les travaux. Et on doit choisir les travaux qui sont valorisables. Et on doit faire ce compromis avec les professionnels. Donc, les professionnels veulent créer de la valeur pour l'entreprise, c'est un business. Donc là, on ne vient pas proposer un sujet de recherche, par exemple en Algérie, un nouveau modèle de détection d'objets, etc., très élaboré qui ne sera pas utilisé prochainement. Donc, il faut choisir, savoir sur quoi s'investir en tant que chercheur, je pense. Choisir bien les sujets. Et ensuite, il faut avoir une sorte d'organisme dans les universités qui va chercher les investisseurs pour des projets de recherche. On propose des sujets qui sont intéressants pour les entreprises, puis on va chercher ces entreprises pour investir dans le projet. Les projets vont voir le jour. C'est ce que je pense. Je donne aussi l'exemple de PFE. C'était un sujet de recherche où il y a le forum des chefs d'entreprise, puisqu'on a eu le prix avec le hackathon, ils ont proposé de faire un suivi. Un suivi, donc s'investir dans le projet. Mais pour le moment, rien n'a. Mais la pratique, on n'a pas vu pour le moment. Mais on espère qu'on ait. Mais c'est ce genre de proposition, d'initiative. Je voulais que tu te mets dans le bain, tout ce qui est recherche, IA, etc. Voilà. Les contraintes, tu as une grande entreprise ou tu as une toute petite entreprise, elles ne sont pas du tout les mêmes. Les petites entreprises, les startups en général, elles sont en train d'optimiser au maximum. C'est pour ça que vous trouvez des profils qui doivent tout faire, ou qui maîtrisent toute la stack par exemple. Et il y a moins de ressources justement pour l'investissement, pour la relation, parce qu'il y a un overhead administratif pour gérer la relation avec les chercheurs, l'université quand même. Et donc, pour une grande entreprise, elle peut avoir tout un département pour ça. Mais pour une petite entreprise, c'est beaucoup plus une question de survie, une question de focus, une question de concentration sur un objectif et une course. Donc c'est différent, l'optimisation elle est sur différents trucs. Après, un autre point, une grande entreprise, une grande organisation, vous prenez n'importe quel système, si vous avez une seule métrique, le système ou les acteurs de ce système vont commencer à optimiser pour cette métrique.
Et donc, une grande organisation, une organisation qui est énorme, peut être en train de faire ça pour un aspect relations publiques, par exemple. Elle peut se permettre de faire ça, pour redorer son blason, pour faire ce genre de choses. Tout l'aspect communication. Une petite entreprise ne peut pas faire ça, ne peut pas se permettre le luxe. Et donc tout ce qui concerne publicité, communication, relations publiques, elles ont tendance à se concentrer sur l'essentiel opérationnel. Si vous le permettez, donc c'était une question destinée aux étudiants. Donc si je me permets de donner un conseil, effectivement quand il y a des investissements dans un domaine innovant, à forte valeur ajoutée, il y a l'opportunité effectivement de se convertir vers ce domaine, de faire des recherches dans ce domaine, parce que ce n'est pas conseillé d'aller dans des domaines dans lesquels ni l'entreprise ni les gouvernements ne sont prêts à mettre les moyens, parce que vous allez vous retrouver tout seul, avec très peu de moyens, et c'est une source de démotivation. Mais j'insiste sur une chose, il ne faut surtout pas faire quelque chose ou aller dans un domaine de recherche juste pour l'effet mode. Parce qu'il y a des investissements, c'est tout le monde qui en parle, donc allons-y, je vais travailler dessus. Pour faire de la recherche c'est avant tout une passion, une motivation. Il faut être passionné, vraiment passionné par le domaine, très motivé, parce que après tout, faire de la recherche, c'est un travail de longue haleine. C'est de se taper des articles, des livres, il faut lire, il faut avoir le sens de la curiosité, l'analyse, de la synthèse, donc c'est beaucoup de travail. Donc c'est très important. L'opportunité, oui, c'est un bon indicateur, mais quelque chose de plus important, c'est d'être passionné par le domaine. Et voilà, je dirais, les ingrédients de la réussite.